soit on se cassait la tête, pour le dire comme ça, pour essayer de se dire mais comment réfléchir aux dynamiques d'attribution. Plus chacun sophistiquait son approche, plus on s'est rendu compte qu'on était quasiment en concurrence. Et les techniques qui ont marché en France, il les a appliquées quasiment telles quelles aux US, et donc par coup de chance, ça avait bien marché pour quelques premiers comptes lors de l'exploration, mais finalement ensuite, très vite, il a atteint un plateau. Premier principe, il faut savoir repartir de zéro. Le growth de demain, et je pense aussi d'aujourd'hui, il n'est pas isolé. Il faut pouvoir convaincre aussi des gens de continuer à itérer sur des sujets, de les interrompre sur leur roadmap et de les impliquer sur des projets en leur disant non, mais vous savez, ça, ce projet, il va avoir de l'importance. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Cette vidéo est sponsorisée par Pledzi. Rendez-vous au milieu d'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous, vous êtes sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Et aujourd'hui, pour cette grosse keynote, on est avec Gauzé. Est-ce que ça se dit bien comme ça déjà? Quasi, ça se dit Gauzé. Gauzé, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui. On va pouvoir parler de pas mal de sujets. Peut-être déjà, comment est-ce que tu te présenterais auprès des personnes qui ne te connaissent pas forcément? Tout d'abord, merci à nouveau Yanis pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'imagine beaucoup, je m'appelle Gauzé, je suis aujourd'hui Head of Growth chez Welcome to the Jungle. Que dire de plus? Avant ça, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait PeopleDoc, qui est ensuite devenue PeopleDoc by Ultimate Software, puis UKG. Mais encore avant ça, moi j'ai commencé ma carrière dans les médias. C'était ma première passion et c'est là où j'ai occupé et je me suis lancée en fait dans ma carrière professionnelle et puis finalement après un temps je me suis rendu compte que c'était pas forcément le milieu dans lequel je m'épanouissais le plus. Voilà, donc moi ce que j'aime c'est construire de nouvelles choses, tester, itérer et faire et construire avec plein de gens des nouvelles aventures. Et donc j'ai gardé mon amour pour les médias. Maintenant je le mets à profit chez Welcome to the Jungle. Et j'ai gardé aussi mon amour pour le développement, avec ce poste que j'occupe aujourd'hui en tant qu'Head of Growth. Très content de t'avoir. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de pas mal de sujets. Peut-être juste pour faire un teaser, on va parler justement du passage à l'approche all-bound. On va parler de l'alignement entre les sales et les équipes grosses et aussi de s'intéresser un peu au développement à l'international de Welcome to the Jungle. Pareil, petite question, ceux qui connaîtraient pas Welcome to the Jungle, comment tu présenterais l'entreprise avec ses différentes activités? Avant tout, je dirais que Welcome to the Jungle, c'est l'expert du monde du travail. Et on a, je rentrerai dans le détail tout de suite de ce qu'on fait vraiment, mais avant tout, la mission qu'on se donne et ce qui guide notre développement, c'est comment on donne au travail une place qui est durable dans nos vies. Comment on fait? Donc, on offre des solutions qui sont innovantes aux entreprises pour qu'elles développent leur marque employeur et qu'elles développent qu'elles renforcent leur attractivité. Et puis, on crée aussi une expérience, des contenus qui sont inspirants et qui donnent des clés aux talents et aux entreprises pour redéfinir les règles du travail. Donc, ça fait quelques années, ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'on existe. On a plus de 5500 clients dans le monde. Chaque mois, c'est environ 3 millions de visiteurs uniques qui visitent la plateforme. Et puis, en tout, on a levé 79 millions d'euros auprès de fonds comme Scipio, Bliss, Reveilla, Xange, BPI, etc. Enfin, je vais tous les citer. Histoire de SGPA, Financière Saint-James, Maïf Avenir et Kima Venture. Comme ça, tout le monde est
tout le monde est. Oui. Et puis on est 300 collaborateurs, enfin plus de 300 collaborateurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en France et en République tchèque pour le moment. Et quelque chose qui est assez notable, en tout cas chez Welcome to the Jungle, c'est qu'on apporte beaucoup d'attention sur le fait de walk the talk, c'est-à-dire s'appliquer à nous-mêmes les principes qu'on exprime en fait à notre communauté sur la durabilité du travail. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez Welcome, on a lancé la semaine de 4 jours. Ça fait un moment déjà, on en parle de plus en plus, mais chez Welcome, ça date déjà de plusieurs années. Donc, par exemple, moi, je ne travaille pas les vendredis et d'autres collaborateurs ont décidé de ne pas travailler plutôt les mercredis. Voilà, on a aussi une politique de travail qui est hyper flexible et ça depuis bien avant la Covid-19. On est aussi signataire du Parental Act pour apporter plus de flexibilité aussi aux talents qui sont aussi des parents. Et puis enfin, on est une entreprise qui est labellisée B Corp. Et donc, ça montre en fait nos engagements qui sont sociaux, environnementaux. Et donc, on est très fiers aussi d'être labellisé B Corp. Voilà. Oui, il y a des vraies valeurs qui sont portées au quotidien. Du coup, donc tu es Head of Growth de Welcome to the Jungle. Peut-être, dernière question avant de rentrer dans le dur, mais quels sont, toi, l'ensemble de ton champ d'action, tes missions en tant que Head of Growth depuis que tu as rejoint Welcome to the Jungle? Oui. Chez Welcome, l'équipe Growth, elle est rattachée au market. Donc, en tout, l'équipe marketing, ça rassemble à peu près une trentaine de talents. On a grandi très, très vite. En l'espace de 2 ans, on est passé de moins de 5 à une trentaine de talents en tout. Aujourd'hui, et l'équipe Growth, d'ici à la fin de l'année, on sera 11. Donc, on est une équipe en pleine croissance. On va encore se développer, mais voilà, en 2 années, 1 année et demie, 2 années, on a déjà franchi un cap. Et nous, notre mission, c'est de répondre aux enjeux de la plateforme, c'est-à-dire créer une dynamique vertueuse entre d'un côté les communautés B2B, entreprises et partenaires, et puis d'un autre côté la communauté de l'audience des candidats. Et du coup, les périmètres que j'ai créés, les pôles que j'ai créés en arrivant, ils sont au nombre de 4. Donc, le premier pôle, c'est le pôle inbound, composé, comme son nom l'indique, de talents inbound, mais aussi classic inbound et aussi content. Là, l'enjeu, c'est de développer la maturité des leads, en fait, avant leur demande de contact avec les équipes commerciales et donc favoriser la conversion. On a un pôle trafic, donc d'un côté, on va chercher des enjeux de volume qui sont hyper importants dans notre logique de plateforme et d'engager des nouveaux viviers d'audience, mais c'est aussi comment on développe plus de porosité entre les univers médias et candidats d'un côté, univers médias et aussi espace solutions et pro. Voilà. On a un troisième pôle qui est le pôle Growth Ops et Outbound. Donc là, l'enjeu, c'est de faciliter, de soutenir le travail des autres équipes via la gestion du CRM, l'automatisation et globalement ce sur quoi on s'engage parmi les indicateurs sur lesquels on s'engage, il y a la qualité, la complétion des contacts, la perte des automations aussi, hyper important. Voilà. Puis le dernier pôle, qui est celui qui est le plus en construction aujourd'hui, c'est le pôle Communities. Donc nous, on a 3 communautés clés. Nos clients, 5500 clients, c'est pas vrai. Nos partenaires B2B resellers et puis notre communauté de candidats. Donc là, parmi les indicateurs, en tout cas notre commitment, on va chercher l'engagement, la rétention et puis l'influence sur l'ARR influencé. Voilà. Mais ça, c'est une orga que j'ai créée donc il y a 1 an et demi. Donc à un moment donné, c'est pas c'est sûr que c'est une orga qui va être amenée à bouger dans le temps, parce qu'au moment où j'ai créé l'orga, c'était vraiment pour répondre aux enjeux de développement du growth. Il y a 1 an et demi. Et donc, plus l'organisation évolue, plus il va falloir réinterroger cette organisation. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que si on ne le fait pas, on prend le risque de rencontrer des problèmes d'efficience à un moment donné puisque on a une organisation qui répond pas forcément aux enjeux stratégiques de l'entreprise si on la repense pas régulièrement.
Et puis, enjeux, j'imagine qu'ils peuvent évoluer vite. Tu disais que l'équipe, s'étendait, tu citais le nombre de sessions par mois qui est énorme aussi. Mmh. Peut-être pour, directement, rentrer dans le dur, donc comment est-ce que tu qualifierais, la stratégie all band pour, quelqu'un qui serait pas familiarisé avec ça? Parce qu'on parle souvent d'inbound, souvent d'outbound, un peu moins en tout cas sur la place publique, d'allbound. Qu'est-ce que Mmh. c'est exactement? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, l'all-bound, c'est, en quelques mots, c'est une approche qui met fin justement à cette scission entre, inbound et outbound, et le tout, pour se mettre au service du revenu avant tout, quoi, du développement de l'entreprise. Et je pense que l'enjeu avant tout, c'est de mettre fin à certaines barrières artificielles qu'on se met dans la tête, Ouais. des modèles en tout cas qui guident notre manière de travailler, mais qui ne s'appuient pas forcément sur des faits réels, quoi. Donc historiquement, on se dit: «Ah bah tiens, le market, il prend en charge inbound, le sales, enfin la team sales, elle va prendre en charge l'outbound». Bon, est-ce que ça faisait toujours sens? Oui, ça a fonctionné pour des entreprises et pour des équipes, il y a pas de souci, mais c'est juste que Heu, pour mettre en place cette approche, on se dit que le parcours, le buyer's, funnel, ou le parcours de l'acheteur, enfin, c'est forcément: tiens, il est d'abord à l'étape de considération, enfin, de découverte, considération, achat et cetera, et donc c'est un modèle qu'on s'est mis en tête, mais c'est pas forcément le reflet de la réalité. Et donc l'approche, elle est finalement bien plus complexe que ça, et c'est plutôt une approche qui est multi-channel d'un côté, multi-touchpoint aussi. C'est important d'avoir les modèles en tête pour être sûr de rien oublier. Par exemple, le buyer's funnel, ou en tout cas le fait d'avoir un messaging clé par étape de funnel, c'est toujours important de l'avoir parce que ça nous permet de nous adresser aux buyers, aux comptes, quel que soit leur niveau de maturité. Mais ça ne veut pas dire que eux, dans leur vie, ils vont tout d'abord aller chercher leur message discover, ils vont Dans le lire: l'ordre, «Ça y est, je suis convaincu», dans l'ordre et cetera. Et donc finalement, l'approche Allbound, elle a un peu pour but de répondre à ça, c'est-à-dire c'est une approche très, terre à terre finalement, en tout cas qui se base sur le bon sens et qui se base sur la réalité du parcours acheteur. Et puis nous, on s'en est rendu compte vraiment, dans le réel, quoi. C'est-à-dire que, dans la construction de l'équipe, initialement, il y avait une personne qui s'occupait plutôt de l'outbound pur et puis une personne qui s'occupait de l'inbound pur, voilà. ouais. Et puis, plus chacun sophistiquait son approche, plus on s'est rendu compte qu'on était quasiment en concurrence, Ouais. À tu à vois? quoi à quoi est-ce que est attribué, un lead, une conversion, et Exactement, et on avait eu un exemple où finalement, on avait mis en place une tactique, qu'on avait plutôt attribuée à l'outbound, où, l'enjeu, c'est en utilisant une plateforme, on voulait reconnaître des comptes et des contacts, visiteurs sur le site, et puis ensuite, bah, leur attribuer des séquences. ouais, Voilà, quelque chose d'assez classique finalement, mais voilà, bon, on commençait à faire ça. Sauf qu'en fait, côté inbound, on était aussi en train de développer quelque chose qui s'approchait un petit peu de ça, avec des séquences de retargeting, de paid plus messaging, qui venaient quasiment en concurrence avec ça. Et du coup, en fonction de si le SDR outbound allait chercher ou allait être assez rapide pour aller chercher le compte, ou si le compte, après des campagnes d'inbound, on va dire de retargeting plus messaging inbound, faisait sa demande de mise en contact de lui-même, ouais. bah, en fait, on ne savait plus exactement à qui l'attribuer. Tout le monde avait travaillé dessus. En fait, ça avait juste aucun sens. Et du coup, on s'est retrouvé face à un questionnement. Il y avait deux options. Soit on se cassait la tête, pour le dire comme ça, pour essayer de se dire: «Mais comment réfléchir aux dynamiques d'attribution? En Qu'est fait, au bout de combien de touches, on se dit que c'est plutôt de l'outbound, combien de touches, c'est plutôt de l'inbound?» Enfin voilà, c'est un message, qui c'était peut un être source de débat, dès qu'on parle d'attribution. oui, voilà, c'est ça. Et il y avait une autre option qui était de se dire: «Mais en fait, est-ce que le problème, c'est l'attribution, ou est-ce que le problème, c'est comment on va pouvoir mieux contribuer au business?» Et du coup, on a plutôt penché sur l'option 2, parce Ouais, que l'attribution, bon, c'était un peu un sujet, sans fin, qui s'annonçait, et puis finalement qui était pas hyper intéressant pour le business, qui avait pas beaucoup d'impact, sur le business in fine. Ce qui avait le plus d'impact, c'est comment on collaborait mieux ensemble pour s'assurer qu'on mettait les efforts au bon endroit.
Ouais. Et du coup, on a posé j'ai posé le problème et on en a discuté avec Adrien qui est Head of Sales, New Business, donc Head of Sales France, chez Welcome et puis on a réfléchi ensemble sur une question clé, c'est: où est-ce qu'il faut qu'on mette notre énergie, en fait, Ouais. pour avoir le plus d'impact sur les et du coup, on a mis pas mal de choses en place, sur la stratégie outbound parce qu'il ne s'agit pas juste de dire: «Tiens, on met fin à l'inbound et à l'outbound et puis du coup on est outbound». Donc ce qu'il fallait, c'est qu'on soit hyper alignés, avec l'équipe, newbies, qui comprend la team SDR. Parfois, elle est rattachée à la team growth, c'est pour ça que je OK. précise. Ouais. Du coup, on a repensé l'organisation SDR. Donc, depuis, elle est organisée par segment et bien non plus par approche, parce qu'il y avait une team inbound et une team outbound. Donc, on a mis fin à ça. OK. De notre côté, on a refocus vraiment le travail de l'équipe sur la priorisation et comment on pouvait aider la team SDR à bien prioriser les leads en leur donnant un max d'infos et en enrichissant un maximum les comptes et les contacts, et comment on met en place, un scoring qui soit hyper solide et qui aide les SDR à mieux prendre, enfin en tout cas à continuer de bien prendre leurs décisions pour les traiter, et favoriser, comme ça, la conversion. Donc ça a vraiment été notre gros focus. On a mis ça en place, en tout début d'année. Donc OK. c'est pas encore fini, on a encore des choses à C'est déployer. in progress. C'est encore in progress, mais c'est hyper intéressant. Et donc là, ce qui a été vraiment, ce qui a été completed, donc c'est l'organisation SDR, un nouveau round robin. Et il y a un énorme travail d'envergure, de grande envergure avec la team data, sur le scoring, et ça, ce sera vraiment, complètement achevé, en Q4. Voilà. OK, beh, hyper intéressant et on voit que, enfin, dès qu'on parle justement d'Allborn, on est obligé de parler aussi des sales, des SDR et cetera. Hem, C'était hyper intéressant parce qu'on voit vraiment le point de départ, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce que tu dirais que justement cette approche Allborn, c'est une approche qui prend plus en considération l'intégralité du parcours, d'un potentiel client que juste qu'avoir une approche inbound et outbound, séparées l'une de l'autre? Oui, je pense qu'on peut le dire. En fait, pour moi, l'approche, séparer l'approche inbound, outbound, c'est assez focus sur, nous, c'est-à-dire, l'équipe qui est en charge Ouais. de la mettre en place. Alors que l'approche outbound, elle est plutôt focus sur, notre audience. C'est un peu comme, parfois, moi, je vois encore des entreprises, même sur leur site qui vont, tu mettre à jour leur page produit, par exemple, en disant: «Bah, ça, c'est petit compte, ça, c'est grand compte, ça, c'est moyen compte, enfin, c'est les middle compte, et cetera». Oui, bah, ça, c'est pour nous, enfin, c'est une segmentation qui nous sert, nous, en tant qu'entreprise, mais ça va Ouais. pas forcément résonner, avec l'audience. L'audience, elle va penser pain point avant tout. Elle va penser, voilà où se situe mon problème, et elle va pas d'abord se définir comme: «Moi, je suis un petit compte et je veux forcément une solution petit compte». S'auto-segmenter. On va pas s'auto-segmenter. Et donc nous, on doit aussi faire l'effort de caler notre organisation et nos modes de travail pour répondre avant tout aux besoins de notre audience et pas l'inverse. Oui. Et hyper, intéressant. Quelles, erreurs selon toi, il faudrait ne pas commettre justement quand on se lance comme ça, dans une réorganisation pour, avoir une approche plus all band et pas 2 approches segmentées l'une de l'autre? Franchement, la première approche, ce serait d'avancer tout seul. La première erreur, ce serait d'avancer tout seul, pardon. Heu, L'approche all-bound, le cœur de l'approche all-bound, c'est la collaboration avec le BIS. Ouais. Voilà. Donc, se dire: «Non mais, on est convaincu que l'approche all-bound, c'est la bonne solution parce que X et Y raisons, toutes celles qu'on a pu évoquer avant, et quoi qu'il arrive, on a raison, donc on va le pousser», ça va mener à rien. L'approche outbound, elle a pour but de mieux coller aux attentes de l'audience d'une part, et elle a pour but de mieux, organiser les efforts entre le biz et le growth d'autre part. Donc avancer seul, ça a pas vraiment de sens. Une autre erreur, qui est rattachée à la première, ce serait de pas,
repenser la strat, s'accorder et se mettre d'accord sur la ICP, aller chercher les comptes prioritaires, à aller chercher avec le biz. Ça aussi, enfin, c'est 2 erreurs qui sont liées. Et Avoir une base solide, c'est ça, avant de déployer, les actions, canaux, et cetera. absolument, ouais, ouais, absolument. Remettre à plat, globalement les comptes à aller chercher parce qu'on est souvent, on est souvent pris, dans l'opérationnel et dans la perf et dans les différentes campagnes et ce serait une erreur de pas se reposer sur la stratégie, sur les comptes target à aller chercher et puis sur, les objectifs, globalement de cette nouvelle organisation. Le fait même, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais le fait que, côté SDR, ils ont remis à plat leur organisation et ils ont complètement changé d'approche. C'est pas rien. Donc, il faut évidemment embarquer aussi les managers SDR qui sont dans la boucle. Il faut aussi ça va avoir un impact sur leur manière de faire leur travail aussi. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc tout ça, ça fait partie des niveaux de collaboration à vraiment prendre en compte, avec le business avant de se lancer là-dedans. C'est pas rien. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir une résistance au changement. Enfin, on parle d'une nouvelle organisation qui implique Mmh. ton département, mais comme tu dis, un autre département également et une collaboration entre les 2. Mmh. Heu, est-ce que c'est quelque chose qui, enfin, comment est-ce que tu as pu convaincre justement, les bonnes personnes, pour, te lancer, dans le façonnement de cette nouvelle approche? Hem J'ai la chance d'avoir un partenaire, de choc avec lequel on arrive à penser avant tout à ce qui a le plus d'impact sur le business. On a cette culture-là, chez Welcome de Ouais. pas avoir peur de remettre en cause, ce qui les choix, précédents, l'existant. Voilà. On n'a pas peur de ça, et on n'a pas peur du changement. Donc ça fait partie de la culture, Welcome et puis, à titre, enfin voilà, ça fait partie aussi des qualités, personnelles d'Adrien, que je salue. Et puis, finalement, on les a convaincus sur des arguments clés, et notamment sur un classique qui est que, l'outbound convertit, souvent beaucoup moins bien que l'inbound. C'est logique, ce qui est un argument, valable et que les SDR ils comprennent, ils entendent, complètement, c'est que mettre en place cette approche, ça va les aider à mieux performer. Oui. À mieux convertir. Donc, là pour moi, il y a des stratégies de change parfois qu'il faut vraiment, anticiper hyper longtemps à l'avance et cetera, parce qu'il faut savoir convaincre, les parties prenantes. Là, en l'occurrence, c'était pas difficile de les convaincre, parce qu'il y a un avantage, matériel, très Ouais. net, sur le passage à la stratégie all-bound. En revanche, il ne faut pas, sous-estimer le temps que ça peut prendre de travailler une réorganisation, et un quotidien, pour les managers. Donc, c'était plutôt à ce niveau-là et vu que les managers, SDR, ils sont, rattachés au biz, c'était plutôt dans Adrien qui s'en est chargé en l'occurrence. OK. Mais hyper intéressant et le lien se fait un peu naturellement avec, le prochain sujet. Déjà, tu l'évoquais un petit peu, heu, en quoi c'est important justement de créer le meilleur alignement possible entre les équipes, grosses ou market et tous les services, liés aux sales, commerciaux et cetera? C'est En fait, c'est fondamental. Parce que, en fait, il y a ça devrait pas exister une organisation où on n'est pas aligné entre sales et business. On doit avancer dans la même direction et même plus largement que ça, ce qu'on doit chercher avant tout dans une entreprise, c'est l'alignement. C'est pour ça qu'on retrouve, dans beaucoup d'entreprises, dont la nôtre, le modèle OKR, Ouais. qui permet d'aligner les différentes équipes vers, un but commun. On n'a pas envie d'avoir, même un monde où on aurait, le biz et le market et le growth qui sont alignés d'un côté, mais le produit et le PMM qui vont dans une autre Ouais. direction, ça marcherait pas. Donc voilà, donc nous, côté growth, on est souvent, très focus sur la relation avec le biz, ce qui est, logique, c'est nos partenaires, du quotidien, si tu veux. Mais de manière plus large que ça, on doit avoir globalement, des objectifs qui sont, communs.
à l'échelle de l'entreprise. On doit avancer dans la même direction. Et donc, ça, c'est le premier point. C'est pour ça que c'est hyper important, en fait, d'être aligné. Après, de manière un peu plus terre à terre, ça permet de s'assurer que nos efforts, ils sont pas perdus. Ça veut dire, nous, on va chercher une certaine typologie de compte parce qu'on sait que ça va bien convertir en demande de démo, par exemple. Mais pour autant, c'est des comptes qui vont pas forcément être hyper matures et qui vont mettre 1000 ans à signer derrière ou qui vont se perdre dans la phase opportunité et on va jamais réussir à les recontacter. Voilà, ça peut arriver. Ou l'argent même qu'on va investir en campagne paid, par exemple, qui portera pas ses fruits parce que derrière, on se rendra compte que l'intérêt peut être là, une curiosité peut être là, mais ça va pas être des comptes qui vont avoir une propension très forte à convertir. Et donc là aussi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être aligné sur l'ICP de cœur, sur les comptes clés à aller chercher pour qu'on avance dans la bonne direction, qu'il n'y ait pas de défocus, qu'il n'y ait pas une perte de budget. Et puis qu'il n'y ait pas un sentiment derrière du growth de vraiment beaucoup s'agiter, mais en fait, c'est les sales qui font pas bien leur travail parce que X, Y. Parce que si je caricature la situation inverse, ça serait le growth, le market qui génère beaucoup de leads, mais qui serait pas forcément qualifié, et les sales qui arriveraient pas à convertir avec, mais qui essaieraient de s'attribuer l'effort. C'est un peu pour lutter contre ça, justement, le fait de travailler sur cet alignement. Absolument, c'est un classique, hein. C'est un classique, la situation que tu viens de décrire, le regard, voilà, en tout cas plutôt traditionnel, malheureusement. Et ce qui se passe à la fin de l'année, c'est le biz qui atteint peut-être ou à peine ses targets et qui accuse le growth de pas avoir bien fait son travail. Et puis d'un autre côté, le growth qui dit si, regarde, on a fait un pipe, on estime que le pipe qu'on a créé est de tant de millions d'euros et pour autant, tu n'en as signé que 50%, donc le fautif, c'est toi. Donc, effectivement, le fait d'avoir une organisation vraiment développée, une collaboration, pardon, hyper développée avec le biz, ça permet de répondre à cet enjeu-là. In fine, tout le monde est gagnant. Voilà, donc il faut vraiment pouvoir travailler là-dessus. Et donc, il y a des instances qu'on peut mettre en place aussi pour aider, pour faciliter en fait cette collaboration. Tu vois, justement, pour poursuivre un petit peu, par où est-ce qu'on commence quand on veut améliorer, en tout cas, cet alignement? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à faire de différents niveaux, mais si tu dois prioriser, dans quel ordre est-ce que toi tu vas procéder pour essayer de faciliter cette entente? Alors, moi, quand je suis arrivée, j'avais quand même la chance d'arriver dans une équipe où il y avait déjà des ponts très développés qui étaient créés entre le growth et le biz. Donc ça, c'est super. Et encore une fois, ça n'arrive pas partout. La collaboration, c'est aussi au cœur de Welcome. Donc là, j'étais très contente de voir que les ponts étaient déjà là, ils étaient déjà bien créés. On les a développés. En fait, quand je suis arrivée, ce qu'il y avait principalement, c'était un weekly. Okay. Avec les heads, les SDR, et puis outbound et inbound. Ce que ça permettait de faire, c'était de suivre la perf en weekly, évidemment, de se remettre à jour sur les campagnes qui étaient en cours, d'ajuster des messaging, de s'écouter, d'écouter les retours terrain de la part des SDR, etc. Donc, c'est une approche hyper proche du terrain, itérative, qui nous permettent de vraiment corriger le tir, continuer dans une direction, continuer certaines campagnes dans la même direction quand ça fait sens. Donc ça, on l'a gardé, mais on l'a aussi un petit peu développé parce qu'évidemment, comme je t'ai dit, l'équipe elle a grandi aussi assez vite. Et donc ça faisait sens de la modifier un petit peu. Donc on se voit toujours toutes les semaines, mais on a un peu transformé l'ordre du jour et on a un peu comment dire, on l'a un peu cleané, quoi. C'est-à-dire qu'on est sûr de traiter certains items en fait de semaine en semaine pour voir l'évolution aussi, et ça nous permet d'être sûr de pas passer à côté d'un signal faible ou fort d'ailleurs du marché qu'il faut absolument traiter. Ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est qu'évidemment avec Adrien, Head of Sales, on se voit tous les mois. On a aussi un monthly avec le BizOps et les GrowthOps.
Donc ça nous permet de traiter ce point-là aussi. On a mis en place des ateliers d'enablement avec les SDR, où on traite différents sujets. Donc, ça peut être parfois sur les campagnes inbound et le content. Ça peut être parfois sur les derniers updates sur le CRM et ce qu'il faut mettre ou pas à jour lorsqu'on traite des leads. Voilà, donc on a toutes ces instances-là. Et puis là, on vient de mettre en place une nouvelle série d'instances en fait qui sont plus sur les conversions et des tactiques qu'on met en place. Donc en gros sur des thématiques et sur des projets bien plus resserrés où on va aller chercher de la conversion post-demande de contact et en fonction des spécialités de chacun. Et donc là, on mobilise et les SDR et les sales et un membre de l'équipe growth à chaque fois, bien sûr. Donc, c'est des mini task force qu'on a mis en place et on se revoit tous les mois pour s'updater sur la perf. Cette vidéo est propulsée par Pledzi. Pledzi, c'est une plateforme de marketing B2B qui permet d'engager ses contacts. Nous permettons à nos clients d'engager leurs contacts et d'identifier les intentions d'achat. Bonne écoute. Tu vois, je me pose la question, comment est-ce que tu peux faire pour unifier le langage sur tout ce qui va être, vous, au market, grosses, les campagnes que vous allez faire, et de l'autre côté, les services plus commerciaux qui vont rentrer en contact avec ces personnes-là. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être définies dans les ateliers que tu as cités auparavant ? Absolument, et pas que là. Pour le coup, c'est vraiment un travail d'équipe qui va concerner le growth, le biz, les biz-ops évidemment, mais ça va aussi concerner la brand, ça va aussi concerner l'équipe PMM et PM. Et donc, on travaille tous sur ces enjeux-là en fait de messaging et du coup, il y a d'autres instances. On va croire qu'on passe notre temps réunis. C'est un peu le cas, mais disons que la fréquence, elle va changer. Mais on va avoir, par exemple, les PM et les PMM qui vont mener des études de discovery et vraiment un deep dive avec les clients, avec des prospects potentiels, ou en tout cas avec notre ICP clé, pour comprendre vraiment leur psychologie, les tenants, leurs aboutissants, qu'est-ce qui pourrait mener à l'achat de la solution ou au contraire au churn. Les équipes biz, elles sont en première ligne. Donc, on utilise une plateforme, je ne vais pas faire de pub, mais on utilise une plateforme dont tout le monde parle, qui commence par un M, et ça nous donne des insights hyper utiles, en fait, sur la performance des messages qu'on utilise en call et qui nous permettent de comprendre ce qui fonctionne pas, là où on a des petites choses à tester, etc. Donc là, on se fait des boucles avec le biz lors des différentes instances que je t'ai citées, et ça nous permet de faire des tests derrière en paid sur nos campagnes email, sur nos séquences, etc. Donc on a ces boucles comme ça qui permettent de tester. On voit qu'il y a la logique de test, d'itération à travers ce que tu racontes. Absolument, et l'enjeu c'est de surtout pas s'arrêter et de pas trop alourdir. En fait, en fonction du niveau de maturité de l'organisation, en fonction de la maturité de l'équipe growth aussi, il y a souvent une sorte de moment clé où on peut se retrouver face à un danger qui est celui de la perte d'agilité. C'est facile en fait de se retrouver dans une situation et de se dire « Ah oui, mais en fait… » si je veux mener ce projet, il faut que j'embarque tant, un tel et telles équipes, et puis il faut que ça prenne telle ampleur, et ça devient difficile de conserver l'agilité des débuts dans une équipe. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre entre l'itération, le test en continu, et puis des projets de plus grande envergure, si tu veux, qui vont demander plus de temps, et c'est normal, mais l'impact en sera décuplé. Je te donne, par exemple, le scoring. Le scoring, on a décidé de travailler dessus sur une année complète avec la data parce qu'on veut que ce projet il ait un impact très très fort, et on a besoin d'inclure plusieurs équipes et les compétences de plein de talents dans l'entreprise pour que son impact soit décuplé. On aurait pu le faire en 2 secondes, le scoring, comme on a pu le faire avant dans d'autres équipes ou même chez Welcome, mais là, on a décidé de lui donner une autre ampleur. En revanche, des tests sur le messaging, sur certaines audiences, ça, on va le faire de manière beaucoup plus itérative. Ok, ouais. Mais c'est bien aussi justement de voir les deux côtés. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance d'établir des bases solides en parlant des cibles.
comment est-ce que vous avez procédé pour créer des personas ou des ICP justement avec les services commerciaux? Moi, quand je suis arrivée, ils étaient quand même déjà bien établis, Ouais. parce que ça fait 1 an et demi que je suis là, chez Welcome, on approche de la décennie. Mais ça reste quand même un travail qui est hyper itératif. Et je dirais à nouveau que ça dépend de la phase de développement de l'entreprise. Est-ce qu'on en est au tout début, où là on est, voilà, on se dit ah oui, notre ICP ça va peut-être être ça. On a une idée de produit, on va se lancer sur quelque chose, puis en fait on va faire 2-3 pivots et on va vraiment trouver notre ICP. Ouais. Voilà. Donc ça c'est plutôt une entreprise qui en est à ses tout débuts. Et finalement, l'ICP, le premier ICP va aussi permettre de faire des développements produits, par exemple, parce qu'on va se rendre compte que ah oui, tiens, en fait, notre produit, notre proposition de valeur, elle répond à cet enjeu, mais notre ICP a besoin de ça. Donc voilà, comment on va se transformer pour aller chercher ou confirmer notre ICP, ou à l'inverse changer d'ICP. Et du coup là, ce qui va être important, c'est d'acquérir des nouveaux clients très vite, quoi. Pour nous, pour une entreprise qui a notre âge et notre maturité, comment dire, nous, on le connaît déjà, notre ICP de cœur, on le connaît quand même très bien. Le travail sur l'ICP actuellement, il se situe plutôt sur l'expansion. Quels sont les nouveaux profils d'acheteurs qui pourraient être utiles pour notre développement? Et comment on peut les prioriser? Parce qu'on a évidemment plein d'idées. Et comment on va les prioriser? Pour nous, ça va être la durabilité qui va être très importante. OK. Et qu'est-ce que je veux dire par durabilité? Ça veut dire quels sont les profils, enfin, quels sont les ICP, parmi tous les ICP qui sont susceptibles d'être acheteurs chez nous, quels sont ceux qui vont avoir la plus grande propension à rester clients le plus longtemps possible? Ouais. La durabilité, elle se fait là. Parce qu'effectivement, il y a l'indicateur du CAC qu'on va regarder beaucoup sur des entreprises jeunes. Ça nous coûte combien d'acquérir un nouveau client? Pour nous, ce qui va être important, c'est non seulement le coût d'acquisition du client, mais surtout combien de temps il va rester chez nous. Mais du coup, j'imagine que quand potentiellement vous allez avoir une nouvelle cible à tester, ça va nécessiter du temps d'avoir un retour sur expérience pour savoir si justement il va tenir ou pas dans la durée et savoir si la cible en vaut le coup de se pencher dessus. Alors la bonne nouvelle, c'est que on a quasiment 10 ans d'expérience aussi. Ouais. On a testé plein de choses. Et Welcome a la particularité, c'est pas le cas de toutes les boîtes, mais Welcome a la particularité d'attirer beaucoup de clients nativement, enfin simplement par la force de la marque, la force de l'attractivité de Welcome. Et donc presque naturellement, on a un peu étoffé notre typologie de clients, et donc on a déjà pas mal de données, enfin, on a beaucoup de données d'ailleurs, sur les différents parcours en fonction de leur profil. Et donc, lorsqu'on a remis à jour notre market sizing, ce qu'on fait régulièrement, mais quand on s'est vraiment penché sur le market sizing de Welcome, on l'a aussi confronté au parcours client. Et donc le nombre d'années qu'une typologie de clients était amenée à rester cliente chez Welcome. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on voit que, comme tu disais, le fait d'avoir de la donnée, ça va te permettre aussi de te pencher dessus et peut-être de déterminer des nouvelles cibles auxquelles s'adresser. Peut-être une dernière question pour parler un peu encore de l'alignement growth et sales. Comment est-ce que tu vas faire pour justement mesurer l'impact que ton équipe va avoir? Et tu vois, pour reprendre un peu l'exemple caricatural du début, dire est-ce que cette conversion, on a eu un impact dessus, ou est-ce que c'est que les services commerciaux? Et parce que même si les deux travaillent dans la main, j'imagine qu'il faut quand même pouvoir mesurer l'impact des actions qui ont été menées. Oui, bien sûr. On mesure l'impact, mais on n'est pas dans une logique de
prouver Ouais. quoi que ce soit, parce que prouver, ça voudrait un peu dire qu'on part d'un a priori négatif sur l'impact de nos actions, quoi. Et donc ça, c'est déjà très positif. Et d'une part, donc nous, on se commit sur des targets qui sont travaillés collectivement avec le biz, avec la finance, avec la contribution des PMM aussi. Mais aussi, c'est des targets qui découlent de nos OKR de boîte. Voilà, donc en fait, l'impact des équipes growth, avant tout, on le mesure sur le fait qu'on a réussi ou non à atteindre, comment dire, à atteindre nos OKR, quoi, les OKR qu'on s'est fixés et notre commitment vis-à-vis de l'organisation tout entière. Donc, c'est pas que des commitments vis-à-vis des sales. Ouais. Et là, on repart sur une dynamique un peu ancienne où voilà, on se dit marketing ou growth, c'est au service des sales. On est au service de l'organisation avant tout. On est au service de l'entreprise avant tout. Oui. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, les OKR, ils sont clés pour les entreprises. Ils permettent l'alignement, surtout pour des entreprises qui grandissent très, très vite comme la nôtre. Parce que on peut très vite partir dans des directions qui sont différentes. Et donc, notre responsabilité à nous, c'est la création de pipe à court, moyen et long terme. Et chaque semaine, chaque mois et chaque quarter, on partage nos indicateurs macro, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail vis-à-vis de toutes les équipes, mais à l'ensemble des équipes pour le new business, mais aussi pour les customers, pour la communauté de clients. Et donc, ça passe par les indicateurs type le nombre de rendez-vous, la qualité du CRM, l'ARR influencé. Et du coup, ce qui compte avant tout, in fine, c'est notre contribution au target d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est aussi l'escalade, ou en tout cas le partage des insights sur l'état du marché. Okay. Parce que nous aussi, on est en première ligne, avant même le biz. On parle au marché avant même le business. Et donc, ce qui est hyper important, c'est qu'on puisse communiquer et au business et aux autres parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire tout le monde, y compris jusqu'au COMEX, l'état du marché. Est-ce que c'est des éléments pareils qui font partie des OKR et des objectifs fixés à la base? Ouais. Absolument, la compréhension du marché, ça en fait partie. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est plusieurs équipes à y contribuer. Tu vois, l'équipe PMM et PM, eux, leur manière de répondre à cet enjeu-là, ça va être de mener des études qualitatives vis-à-vis de notre audience. Nous, ça va être sur le fait de faire remonter des insights sur la tendance du marché. L'équipe brand, par exemple, ils ont aussi leur propre baromètre en fait de sondage en fait pour analyser la performance, la reconnaissance de la marque sur tous les territoires en France. Voilà, donc en fait, chacun à notre manière, on a cette responsabilité-là. Elle n'est pas uniquement attribuée au growth, pas uniquement attribuée à une autre équipe, mais on doit tous y contribuer. Mais hyper intéressant et on voit qu'il y a une vraie vision justement globale d'entreprise quand tu parlais notamment des OKR et de la contribution de chaque équipe. Peut-être pour maintenant parler d'un autre sujet, mais complémentaire, parler un petit peu de l'international. Donc tu disais que voilà, Welcome, ça c'était forcément sur le marché français, mais que vous vous développiez aussi à l'international. Comment est-ce qu'on procède quand on prépare justement un lancement dans un autre pays? Comment est-ce qu'on fait son go-to-market? Quelles sont les grandes étapes par lesquelles passer quand on doit s'y préparer? J'ai plusieurs expériences qui sont assez différentes en la matière. Et là, je pense que une des expériences qui pourrait apporter plus de matière, c'est chez PeopleDoc, où, par exemple, on a fait plusieurs ouvertures à l'international. On avait fait avant le premier rachat, on a fait les US, l'Allemagne, le UK, l'Espagne. Moi, je suis arrivée juste après l'ouverture des US. Et en fait, comment ça s'est passé pour les US? Donc, il y a le CEO et cofondateur qui a décidé et qui a eu envie d'aller expérimenter l'expansion aux US, par goût du challenge aussi, parce que taille du marché classique, taille du marché, si les US, ça peut aussi rêver aussi. Ils ont fait une exploration avec l'autre cofondateur et assez rapidement, ils ont fait quelques très grosses ventes.
OK. Donc ça les a encouragés, dans le fait de se développer là-bas. Donc Jonathan a ouvert, le bureau là-bas, et malheureusement pendant, quasiment 1 an, si j'ai bonne mémoire, plateau. Ouais. Plus de nouveaux clients. Et parce qu'en fait, c'est ce que Jonathan a dit ensuite, il a appliqué des techniques, françaises, en tout cas les techniques qui ont marché en France, il les a appliquées, quasiment telles quelles aux US, et donc par coup de chance, ça avait bien marché pour quelques premiers comptes, lors de l'exploration, mais finalement ensuite, très vite, il a atteint un plateau. Heu, Quand il a complètement réinventé, sa manière de faire et qu'il a adopté des techniques plus américaines, donc plus locales, et une nouvelle stratégie, là, ça a porté ses fruits beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de succès. Et donc, heu, pour les ouvertures de géos suivantes, on s'y est pris assez différemment. On s'est mieux préparé, déjà, et donc, comme on le fait avec un market sizing, plus profond. On le fait avec une étude, de la culture locale aussi, pour comprendre, ce qui fonctionne bien, en marketing, et comment en fait notre propre value, elle pourrait s'appliquer, aux parties prenantes, sur place. Une meilleure étude de la concurrence aussi, et des acteurs locaux, parce que nous on était à l'époque, PeopleDoc, très bien positionné en France, et comment dire, avec une très bonne connaissance des acteurs locaux, mais les acteurs internationaux, on y avait très peu été confrontés. Et donc OK. c'est toutes ces analyses là et tout ce travail là, de longue haleine, qui nous a permis, d'ouvrir les pays. Et ce qui est intéressant, c'est que même comme ça, on a eu des destins assez différents en fonction des pays. OK. Et donc on a eu, l'Allemagne qui a pris, plutôt bien et assez rapidement, le UK qui a mis, beaucoup plus de temps à vraiment, se développer, avec beaucoup d'opportunités qui restaient bloquées dans le pipe après, les premières, le 1er rendez-vous, le rendez-vous 1, mais qui finalement, s'est très bien développé. Et puis, l'Espagne qui avait le meilleur pipe, des 3 pays, mais qui finalement n'arrivait jamais à signer. Donc 3 destins très différents, puisqu'au final, on a dû fermer malheureusement l'Espagne. OK, ouais. Beh, j'allais te demander justement s'il y a enfin, des pays, des localisations qui avaient été fermées. Est-ce que tu dirais qu'à chaque fois qu'on va s'adresser à un nouveau pays, faut repartir de zéro? Absolument, Ouais. absolument. C'est vraiment comment dire? Le premier principe. Il faut savoir repartir de zéro. Il faut, quasiment oublier tout ce qu'on a appris sur le premier pays, parce que ça donne des biais, tout de suite. Donc il faut repartir, comme si on lançait un nouveau produit, en France, ou en tout cas voilà, qu'est-ce qu'on doit commencer par faire? Donc on étudie son marché, on étudie la concurrence, on étudie à fond, son ICP, en étant prêt à pouvoir, le modifier si besoin. Et quand on réétudie son produit, il faut être prêt aussi à se dire que, potentiellement, il faut être amené à produire des développements, pour répondre aux enjeux de la nouvelle géo dans laquelle on souhaite se développer, ou en tout cas, potentiellement en enlever aussi, parce que ça fait pas sens. Ouais. Il faut repartir de zéro, complètement, zéro. Voilà. Et peut-être juste pour, rebondir avec ce que tu disais, à partir de quand tu te dis: «OK, ce marché, je vais l'abandonner parce que, j'arrive pas à avoir de résultats»? Parce que potentiellement tu fais toute ta préparation, ton go to market, et à un moment tu vas dire: «OK, bah, je le ferme, quoi». Comment est-ce que tu arrives à ce moment-là? Comment est-ce que tu te dis que ça n'en vaut pas le coup d'aller plus loin? Alors, dans le cadre de l'Espagne, c'était un petit peu, particulier, parce que c'était aussi lié à, des enjeux plus globaux, de réorganisation interne pré-fusion, OK. d'une boîte avec une autre. Et donc il y avait une logique de rationalisation des coûts, parce que c'est un coût, hein, effectivement, d'ouvrir et de maintenir un pays ouvert. Mais moi, en tout cas, j'aurais tendance à enfin, je pense, qu'il faut le définir en amont. On se Ouais. donne combien de temps pour atteindre tel objectif? Parce qu'encore une fois, c'est un coût, c'est un investissement.
C'est un investissement aussi en interne. Il y a un risque de défocus très grand des équipes en Ouais. interne si on s'organise, enfin, si on réfléchit pas trop à son organisation en amont. Donc, je pense que la meilleure option, c'est d'aller se dire qu'on va chercher tant de revenus avant telle date. Sinon, on réfléchit à nouveau à cette logique d'internationalisation. Enfin, à OK, cette ouais. des pays. Ouais. Ouais, fixé, à l'avance. Peut-être d'un point de vue un peu plus maintenant, managérial, comment est-ce qu'on fait pour manager des équipes qui sont sur des marchés, pays différents? Comment est-ce qu'on arrive à garder, un management fluide, en fonction de tous les enjeux qui peuvent survenir, sur les différents marchés? Alors la bonne nouvelle, première réponse très terre à terre, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si on travaille en remote, ou flex, voilà, donc bon, on est capable de le faire, pour, pas mal de pays, si ils sont relativement proches, point de vue, fuseau horaire. C'est plus Ouais. difficile pour une équipe qui est à San Francisco, par exemple. Mais après de manière, plus stratégique. Moi, je vais reparler de PeopleDoc et de mon ex-boss qui s'appelle Selma Chauvin. Elle avait trouvé un modèle organisationnel qui fonctionnait bien, à mon sens, et il répondait à plusieurs enjeux. Le premier, c'est comment garder les équipes qui sont bien focus, ce dont je parlais tout à l'heure, sur leur territoire et sur leur mission quotidienne. Parce que effectivement, même si on a envie d'ouvrir des nouveaux pays, il faut s'assurer que l'opérationnel et en tout cas le run fonctionne. Ouais. Surtout lorsqu'on ouvre un pays, comment on s'assure de dépenser peu et de limiter les embauches au début. Parce que finalement, on peut se dire, tiens, on ouvre un nouveau pays, on n'a pas du tout signé de nouveaux clients, on a 0 pipe, on va quand même embaucher 5 personnes pour aller ouvrir un nouveau pays parce qu'on veut mettre les moyens au service de nos ambitions. Bon, c'est très bien, mais si finalement on décide de fermer le pays, il y a quand même un impact humain qui est hyper fort et puis un impact financier aussi. Donc, et puis, le troisième enjeu, c'est comment on peut être rapide, comment on peut itérer facilement. Et donc la réponse qu'elle avait trouvée, sur le passage d'une organisation locale à une organisation qui était vraiment internationale, c'est le fait de garder des équipes plutôt proches du terrain et du local. Donc là, en l'occurrence, il y en avait 3. Moi, j'étais en charge de Western Europe et j'avais 2 collègues qui étaient en charge de UK Nordics et puis de Central Europe. Et donc nous, notre responsabilité, c'était de construire le pipe pour du new business et pour le customer, pour les communautés customer. Donc comment on va soutenir les activités new business et customer. Et puis d'un autre côté, elle avait créé une autre organisation qui était cross, centrale, et qui rassemblait certaines activités, donc brand, PMM, content international, donc c'est plutôt content library, et CRM, donc vraiment lié au stack, pour des enjeux de cohérence, des cohérences de marque, cohérence de messaging, cohérence de stack évidemment, et de tactique aussi. Et lorsqu'on avait le souhait, ou en tout cas l'ambition de tester la pertinence d'ouvrir une géo ou une autre, ou d'accélérer sur une ouverture de géo, on mettait à profit cette organisation qui allait chercher des campagnes performantes pour les tester, qui allait sans trop redémarrer de zéro, prendre les messages brand et voir comment on pouvait les adapter au local. Et donc ça nous permettait d'être rapide, de limiter les coûts, et puis surtout d'en venir rapidement à une réponse sur la pertinence d'aller ouvrir un pays ou pas. OK, oui. Mais hyper intéressant. Peut-être, une question, juste plus, sous forme de conseil. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui justement voudraient, s'ouvrir à l'international et qui ne l'ont pas encore fait? Peut-être des erreurs à éviter? Oui, complètement. Le premier conseil, c'est de vraiment pas sous-estimer les biais culturels.
Et donc, ce serait de vouloir copier-coller une stratégie qui a bien fonctionné, par exemple en France, et de vouloir la coller en fait et l'appliquer sur un autre pays. Ça a bien fonctionné. Notre séquence, elle a trop bien fonctionné en outbound. Je suis sûre que je vais pouvoir générer tant d'opportunités en la traduisant sur DeepL, par exemple. Voilà. 0 moyen, au moins, en tout cas, je n'ai pas dépensé trop de budget. Bon. Je pense que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir rester humble et recommencer à zéro, sans a priori, sur ce qui va marcher ou non. Voilà, donc vraiment, se dire que tout ce qui a fonctionné en France, on part du principe que ça va pas fonctionner à l'étranger. Il faut vraiment reprendre depuis le début. Le conseil, un deuxième conseil, ce serait de pas avancer seul en interne. Dans beaucoup d'entreprises qu'on voit, c'est bon, tiens, vous êtes l'équipe growth, donc c'est vous qui allez développer l'international. Et en fait, à mon sens, il n'y a rien de plus faux. Déjà, growth sans sales, ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, comme j'ai dit, il faut repartir de zéro. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir des moyens sur la stratégie, côté PMM, côté PM, sur la stratégie produit adoptée, le messaging, etc. Business, évidemment, avoir quelqu'un pour gérer le pipe qu'on va créer, rien que ça, c'est logique, hein, donc on n'y va pas tout seul. Et ça voudrait dire de manière hyper opérationnelle, si personne n'est disponible, ou si on prend un talent côté business pour gérer le pipe, qu'est-ce qui se passe pour c'est Target en France qui s'en occupe. C'est tout simple, hein, mais bon, tout ce que ça veut dire si on n'avance pas seul. Et puis ensuite, sur ce qu'on appelle, sur les autres fonctions légales, RH, finance, si on avance sans elles, et que ça fonctionne, de toute façon, on va avoir besoin à un moment de rétro-pédaler et de pouvoir les embarquer dans le projet, parce que clairement, on n'ouvre pas de géo sans ces fonctions-là avec nous. Et bref, si on fait reposer l'internationalisation sur le seul sujet de l'acquisition, à mon avis, on fait fausse route. Ou en tout cas, on a une approche assez court-termiste. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, un autre conseil, c'est toujours d'avancer entouré, mais cette fois avec le réseau de l'entreprise. Donc les entreprises amies, les partenaires, les potentiellement même des ex-collègues qui se retrouvent à l'étranger, etc., qui peuvent nous donner des informations sur la manière dont ça fonctionne, mais c'est aussi des entreprises avec lesquelles on peut mener des opérations conjointes, des opérations de co-marketing, des opérations co-brandées. On peut faire du partage de leads, mais aussi du partage d'insights, plus terre à terre. Donc ça, c'est ce qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, en fait, d'être beaucoup plus efficace dans la phase de recherche et des premiers tests. Et puis, un dernier conseil, ce serait de bien anticiper l'organisation de l'équipe, parce que c'est hyper facile de se laisser embarquer sur un projet international, même côté équipe. Un profil growth, tu lui parles d'international ou tu parles d'un nouveau projet, d'une nouvelle géo à conquérir, ça va dire oui. Ouais, il va dire oui, et puis il va mettre plein d'énergie parce que ça brille, quoi. C'est toujours plus, enthousiasmant de se dire qu'on va aller chercher une ouverture d'un nouveau pays que de s'occuper du run. Enfin, ça fait partie des biais des profils growth et ça fait leur force, ça fait notre force. Il faut pouvoir aussi assurer le run. Et du coup, le risque, il est hyper grand de se laisser défocus en équipe et de ne pas réussir à atteindre les targets du local et de ne pas réussir à atteindre les targets de l'international non plus. Donc, il faut aussi, pour le bien de l'organisation, bien anticiper cette organisation d'équipe. Et du coup, il y a plusieurs questions à se poser. Il n'y a pas une réponse toute faite, mais en tout cas, il faut se les poser. Est-ce qu'on externalise ou pas ? Qu'est-ce qu'on externalise si on décide d'externaliser ? Est-ce qu'on décide d'internaliser ? Sur les roadmaps des différents talents, quel pourcentage de la roadmap on consacre à l'international en fonction des métiers, c'est pas forcément la même chose pour tous les membres de la team growth, par exemple. Et est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles embauches à faire, par exemple. Et donc ça, vraiment, ça s'anticipe parce que ça peut avoir un impact très fort sur le développement de l'entreprise. Mais hyper intéressant, ouais. Comme tu disais, le côté global, c'est pas qu'une seule équipe, le fait d'apprendre un maximum le plus rapidement possible sur le marché et de se libérer de tous les biais qu'on pourrait avoir.
On va se rapprocher de la fin de cette grosse keynote, mais on aime bien poser une question à tous les invités pour conclure. C'est pas forcément une question facile, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste d'avoir un peu ton avis à toi. Selon toi, quelles vont être les compétences à venir qui seront clés et qui feront qu'un profil dans le gros serait attractif dans les prochaines années à venir? Oui, j'espère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est difficile de se projeter. On ne remettra pas la réponse dans 10 ans. T'avais tort ou peut-être j'avais raison, qui sait? On verra bien. Moi, en fait, ce qui est certain et c'est une tendance qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est que les équipes growth, elles sont de plus en plus challengées sur les enjeux de revenus et de conversion. Donc, je pense qu'il y a des sortes de lots de compétences à développer pour être attractif, que tout le monde ne doit pas forcément développer, mais plutôt qu'on doit choisir de développer en fonction de son parcours de base. Ce que je veux dire, c'est que on parlait beaucoup du profil T-shape marketer. Il y a plutôt un T-shape growth talent auquel il faut penser, donc avec des compétences growth entre guillemets classiques très fortes, et après d'autres lots à aller chercher qui sont hyper importantes aussi, Je pense aux compétences en storytelling, qui sont parfois, dont l'importance est vraiment plutôt actée aujourd'hui, donc ça c'est quand même très positif, notamment pour, par exemple, on voit l'influence sur les séquences aujourd'hui, les séquences de workflow, les séquences email, où à une époque le focus il était quasiment exclusivement orienté sur le scénario, le nombre de touches et le nombre d'outils qu'on allait utiliser pour automatiser les séquences, très focus outils. Le côté tech, quoi. Ouais. Le côté tech. Et heureusement, maintenant, tout le monde s'est bien rendu compte que si ces messages n'étaient pas bien rédigés, bien performants, ça menait à rien, quoi. Mais il y a aussi un storytelling dédié à l'interne, en fait, qui est hyper important. Comment on embarque les gens. Le growth de demain, et je pense aussi d'aujourd'hui, il n'est pas isolé. Il faut pouvoir embarquer plein d'équipes pour les solliciter, même si on se retrouve dans une équipe, à partir de 300, 400, 500 personnes, quand il y aura toujours des équipes growth, il faut pouvoir convaincre aussi des gens de continuer à itérer sur des sujets, de les interrompre sur leur roadmap et de les impliquer sur des projets en leur disant non, mais vous savez, ça, ce projet, il va avoir de l'importance si on le fait, etc. Et pourquoi c'est important. Et ça se fait pas si on montre simplement quelques chiffres et puis quelques outils en disant regardez, avec cet outil, on va être capable de faire ça. Non, il faut être capable d'embarquer les gens. Donc ça, c'est une compétence vraiment pour l'interne. Des compétences PMM, je pense que il y a beaucoup de growth qui l'ont, mais je pense que c'est encore plus à développer. De la même manière, le growth, si je continue ma pensée d'avant, c'est que le growth, il avance pas seul, et de plus en plus, et encore plus dans des stratégies product-led growth, on a besoin de développer des compétences PMM, en fait, pour gagner en impact. La gestion de projets complexes, si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est que, à une de tes premières questions, il me semble, je parlais du fait qu'il fallait savoir équilibrer entre des sujets d'itération hyper rapides et puis d'autres sujets sur lesquels on savait que ça allait prendre plus de temps, mais l'impact allait être encore plus fort. Ça, c'est une compétence. La gestion de projets complexes avec plein d'équipes, c'est une vraie compétence à développer. Et ça, je pense que c'est hyper attractif pour des talents. Et après, tu as ceux dont tu sais que ça va avoir une importance, tu ne sais pas encore exactement comment, mais écrire des prompts, ça c'est sûr. On en voit partout. Voilà, prompt engineer, etc. Ça c'est sûr que tu vois, ça fera partie des compétences qui seront hyper utiles pour un profil growth et pour d'autres types de profils growth aussi, tout ce qui est revenu ops. Je pense que ça peut en faire partie, ou en tout cas ça peut faire partie des évolutions de talents growth, quoi. Voilà. Ça va être la fin de cette grosse keynote. Un grand merci d'avoir accepté de participer, de nous parler de tous ces sujets que tu as rencontrés tout au long de ta carrière, mais d'avoir ta vision aussi quand on te pose des questions sur le futur, ce qui n'est pas facile.
Merci pour l'invitation et de m'avoir posé toutes ces questions. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le gros, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au gros event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes gros event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail, et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.